Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans Nio de Soir, précisément dans Regard Croisé. Un plaisir d'avoir votre attention, vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. Plusieurs sujets dans cette émission de ce lundi. Nous évoquons l'RDC où un nouvel espoir se dessine avec la reprise des négociations entre le gouvernement et les rebelles du M23 à Doha. Au Burkina Faso, deux actualités majeures. D'un côté, la fin d'un projet de recherche controversé Targaret Malaria et de l'autre, l'inhumation du regretté artiste Alino Faso au milieu des tensions diplomatiques entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et enfin, le Togo, les syndicats du secteur bancaire suspendent leur mouvement après avoir annoncé une grève ce lundi pour contester le licenciement de plus de 40 personnes par une banque de la place. Voilà donc les sujets de ce soir. Deux invités pour en parler. D'abord Mathieu Tamam, vous êtes le président de l'association La Génération d'Impact. Un plaisir de vous avoir dans cette émission. Bonsoir M. Helmut, bonsoir aux téléspectateurs. Un plaisir d'avoir également Adam Dronou, confrère journaliste, analyste politique. Un plaisir de vous retrouver, Adam. Oui, bonsoir Helmut, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. C'est un plaisir de partager ces sujets avec nos téléspectateurs et que nous remercions véritablement par leurs remarques également. Nous essayons d'améliorer ce qu'on peut. Merci. Naturellement, pour faire plaisir davantage aux téléspectateurs. On commence donc cette émission avec la RDC où la reprise des négociations avec le M23 à Doha fait la une. Que faut-il attendre concrètement de cette reprise des pourparlers? C'est ma première question pour vous, Adam. Il faut rappeler que déjà la reprise de ces pourparlers est un espoir dans un conglomérat où le désespoir était la lettre d'or au regard du fait que l'échec des derniers pourparlers avait mis en émoi toute une population qui était en train donc à retrouver cette paix dans l'est de la République démocratique du Congo, où le M23 et ses affidés tiennent la dragée haute en ce qui concerne l'espace même géographique même de cette partie de la RDC. Donc du coup, nous l'avions dit déjà, le fait que personne ne veut avancer, on a constaté que il y a eu, les âmes se sont tues un moment et chacun a conservé en tout cas ces zones. Mais justement, on se pose la question de savoir si en réalité cette reprise-là, chacun devait donc être toujours sur sa ligne, en tout cas de revendication, puisque vous savez, sont la surenchère quelque part entre guillemets faite par le M23, puisque dans les revendications, on a constaté qu'il y avait des revendications qui étaient difficiles d'acceptation tout de suite par... C'est-à-dire, vous voulez faire référence à la demande de libération des prisonniers? Il y a la libération des prisonniers, mais au-delà de cette libération également, le fait qu'on puisse... vouloir que le M23, vous savez, puisse peut-être, les combattants du M23 composés majoritairement aujourd'hui, parce que l'effectif a assez augmenté, d'un combattant, en tout cas issu de l'armée régulière. Et ça, je pense que c'est de bonne guerre qu'on puisse, en tout cas le pouvoir central de la RDC puisse donc accepter qu'on puisse les réintégrer. Mais encore, il y a également d'autres revendications. Et je pense que au regard de ça, étant donné qu'on a repris, il faudrait quand même que Kinshasa également puisse revoir à la baisse, en tout cas, les prétentions en ce qui concerne ce sacrifice-là. Vous savez, lorsque vous ne contrôlez pas, en tout cas, la totalité du territoire, vous devez faire beaucoup de sacrifices en réalité, puisque aujourd'hui, je pense que le pouvoir central de la RDC a plus à gagner dans ces négociations, donc à faire beaucoup de concessions avec le M23, justement parce que, vous savez, lorsque vous dirigez un pays, vous avez l'histoire qui vous rattrapera tôt ou tard, et déjà vous constatez que des mois passent, et toujours cette localité-là est toujours dans les mains du M23, ça voudrait dire échappe carrément au contrôle du pouvoir central. Et ça, je pense que c'est un passif très grave que Tshisekedi et son gouvernement donc devaient donc se relever. Et justement, je pense qu'avec ce remaniement gouvernemental, on puisse apporter d'autres éléments
qui permettront en réalité de voir au-delà d'un certain nombre d'aspects. Et également, je pense qu'il a eu également constaté qu'il y a eu des difficultés, mais cette difficulté-là, étant donné qu'on avait le regard ficelé sur le Rwanda comme était le maître du M23, mais on a constaté déjà que le Rwanda également avait les accords de Washington et qui ont amené à éclairer un certain nombre de zones d'ombre qui, en réalité, de par le passé, étaient le motif essentiel avancé par Tshisekedi pour dire qu'en réalité, on n'a pas besoin de pouvoir donc négocier avec le M23. Il a compris tout de suite que la volonté était exprimée par Paul Kagame, sinon le Rwanda, pour arriver à mettre fin à cette crise-là. Donc, il lui appartient aujourd'hui, étant donné qu'il a eu à résoudre plus ou moins, en tout cas, la portée concernant donc le Rwanda. Il lui faut également continuer dans ce élan de concession pour arriver véritablement à trouver des issues avec le M23 pour retrouver en réalité la totalité de l'espace de la RDC qui aujourd'hui, ne nous cassons pas, est un véritable scission. On ne va pas le casser. La RDC est en scission actuellement. Alors, Monsieur Adam, je vais revenir à vous tout à l'heure, mais Tamam, j'aimerais avoir votre avis sur la question, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans ces négociations, parce qu'il y en a eu des pourparlers précédents qui ont échoué. On se demande aujourd'hui qu'est-ce qui change sur la table. Merci beaucoup pour la question. Et permettez-moi avant tout de dire que la reprise des négociations, déjà, c'est une très très bonne chose. Bonne chose parce que à chaque fois qu'il y a conflit en Afrique, c'est la jeunesse qui est touchée, c'est des frères, des sœurs, des parents qui paye le prix. Et donc, cette reprise de négociation, déjà, c'est un pas. Un pas dans ce sens où je pense que les deux parties ont eu le temps, chacun de réfléchir à quelles concessions pourrait-il apporter pour qu'on puisse avancer. Parce que la crise en RDC a beaucoup duré, oui, et elle a touché beaucoup de millions de personnes qui sont déplacés. Et je pense que cette fois-ci, le gouvernement central du Congo ira avec des intentions beaucoup plus avancées de faire des concessions par rapport aux revendications du M23. Et ça pourrait faire avancer les choses. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est-à-dire, on a remarqué que la semaine dernière même, il y a eu des exactions qui ont été signalées par le Human Rights Watch, qui a bien sûr épinglé le M23. Et on se pose la question de savoir si les armes vont taire réellement. Oui, et vous savez, cette question des armes est une véritable, disons, un gros souci pour le pouvoir central. Quand nous parlons de ce qui a avancé réellement, nous ne pouvons pas toucher du doigt. Parce que, visiblement, le M23 n'est pas prêt à reculer. Et quand on observe un peu déjà avec le procès qui a lieu contre Kabila, qui est accusé d'être en complicité avec le M23, on se demande est-ce qu'il y aura vraiment des avancements. Donc pour moi, avancer de façon concrète, nous ne pouvons pas tout de suite les déterminer, mais c'est ce dialogue qui nous permettra de tirer les conclusions. Et vous y croyez à une sortie favorable pour cette reprise? Les deux parties ont tous intérêt à ce que nous puissions sortir et avec un accord concret qui va ramener la paix dans cette zone. Un accord signifierait quoi, par exemple? Bon, vous savez, en matière de dialogue, c'est des concessions. Aucun des deux parties ne sortira gagnant, mais c'est de tenir en compte l'intérêt du Congo, l'intérêt supérieur du Congo. Et en tenant compte de l'intérêt supérieur du Congo, je pense que l'accord va amener le M23 à reculer par rapport à certaines revendications qui consistent à avoir le monopole de la zone sud de Kivu et de la zone nord. Ils peuvent concéder à ce que le pouvoir central puisse avoir la même mise. Et d'un autre côté, le pouvoir central également va peut-être céder au niveau de l'armée et du M23 à intégrer l'armée régulière du Congo.
Alors, Adam, est-ce que l'implication de la communauté internationale est suffisante aujourd'hui pour qu'on puisse s'attendre à une issue favorable de ces négociations, par exemple le Qatar ou encore Washington? Oui, il vous en souvient qu'en réalité, l'intervention du Qatar était d'abord une surprise parce que le secret était maintenu pendant longtemps au niveau, à un moment où les regards étaient pratiquement tournés ailleurs, l'Union africaine notamment, qui peinait en réalité à trouver donc une issue donc favorable à cette crise-là. Donc moi je pense que oui, pour répondre à votre question, tout simplement parce que vous savez, la RDC est un territoire très convoité dû au fait que les ressources minières sont en tout cas au prorata en réalité de plusieurs puissances. Et aujourd'hui, vous convenez avec moi qu'en réalité, si nous en sommes arrivés là, et justement avec ces groupes armés qui, en réalité, lorsqu'on parle des groupes armés, on ne peut pas occulter le fait que cette communauté internationale, certaines puissances internationales soutiennent en réalité ces extractions-là. C'est ce qui conduit très souvent à arriver donc à ces accrochages armés que nous connaissions sur la RDC. C'est vrai que la prompation expansionniste était l'un des facteurs, en tout cas, qu'on attribuait au Rwanda. Même je pense qu'au-delà de ça, c'est le sous-sol, puisqu'il y a des rapports qui ont révélé en réalité que il y a chacun de ces belligérants entre griffes là tirait meilleur profit en ce qui concerne ces ressources-là. Donc, étant donné que cette question de ressources continue pas à résister, ça voudrait dire que les puissances sont toujours leurs mains. Regardez d'ailleurs même avant l'intervention de Washington, il avait posé, même si cela n'était pas des questions inhérentes donc directement au M23 ou à cette crise-là, il a posé des accords liés justement à la cession donc de ces minerais ou des terres rares de la RDC. C'est vrai que le Rwanda également, avec certains pays, on peut dire que c'est quelqu'un qui continue, mais ça voudrait dire que les ressources minières de la RDC ou les terres rares sont toujours convoitées. Et à partir du moment où c'est toujours convoité par les puissances occidentales, ça voudrait dire qu'ils sont au cœur de cette crise-là que la RDC connaît. Et partant de là, on ne peut pas les isoler dans la résolution de cette crise-là. C'est en cela que le Qatari, qui était inattendu, mais justement, lorsque on parle du Qatar, c'est en tout cas une puissance financière, oui, donc, dont plusieurs pays africains bénéficient. Et justement, donc je pense que c'est ce qui permet aujourd'hui qu'ils puissent avancer en réalité dans cette résolution-là. Il vous en souvient d'ailleurs même avant ces pourparlers, la reprise de ces pourparlers, qu'il y avait un accord de paix que un responsable qatari avait fait prévaloir pour, en tout cas, que je parle de Kinshasa et le M23 puissent signer avant la reprise de cette crise-là. Ça vous a dit quelque part que ce que nous disons en ce qui concerne la surenchère aussi bien du M23, mais la réticence également de Kinshasa à pouvoir accepter de facto, en tout cas, les principes mis sur la table par le M23, il a compris que ça devait être difficile s'ils l'ont senti en ça. Donc lui-même, il a jugé opportun de pouvoir tirer à point par deux en faisant en sorte que chacun puisse avoir, en tout cas, quelques avantages, mais également perdre d'autres avantages. Donc je pense que c'est le contenu n'étant pas encore totalement dévoilé, le contenu de la paix qu'il veut donc faire signer aux deux n'étant pas encore dévoilé. Mais je pense que chacun aura pour son compte au lieu de se camper sur les positions des uns et des autres. Mais étant donné que le Qatar est une puissance, en tout cas financière, je pense qu'il arriverait parce que chacun pourrait également, en tout cas, tirer un meilleur profit en ce qui concerne ces bonnes relations avec le Qatar qui, normalement, s'il ne l'acceptait pas, je pense que cela pourrait être anticipé ou mettre à mal les bonnes relations que chacun pourrait donc vouloir avoir avec le Qatar. Alors, dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez que le gouvernement congolais arrive à cette table en position de force? Il y en a beaucoup qui répondraient non. Et on s'interroge sur le fait que la RDC puisse encore accepter, encore s'affaiblir davantage. J'estime également que le gouvernement congolais n'arrive pas en position de force. Comme le grand frère venait tantôt de le dire, derrière cette crise, nous savons qu'il y a des puissances cachées
et que c'est parce que le gouvernement central, à un moment donné, était en position de faiblesse qu'il a accepté finalement aller au dialogue. Qui vous en souviennent, et le président congolais avait clairement dit qu'il n'y aurait pas de discussion avec le Rwanda. Mais finalement, nous avons vu ce qui s'est passé. Et donc, je pense qu'ils sont en train de placer plutôt l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. C'est pour cela qu'ils acceptent retourner à la table de discussion et je suis sûr, je suis convaincu qu'ils sont prêts à faire des concessions pour ramener la paix dans cette zone qui a tant souffert déjà. Alors, on arrive au terme du premier sujet. On va observer la première pause. On revient tout à l'heure pour évoquer le Burkina Faso.